Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell. Dans ce numéro de notre émission Droit devant, je reçois aujourd'hui Claire Touffet, chef de rubrique en santé, sécurité au travail au sein des éditions Lefebvre Dalloz. Claire, bonjour. Bonjour Lionel. Bienvenue. Merci de ton invitation. Eh bien, merci d'avoir accepté, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors je précise que tu pilotes également le guide services généraux environnement de travail qui est édité par les éditions législatives, une entité du groupe Lefebvre Dalloz. Alors, quelle est l'actualité du guide en ce moment ? L'actualité, Lionel, du guide, encore et toujours, oui. C'est la lettre d'actualité mensuelle de ce guide. Voilà, on va la voir à l'écran qui comporte notamment plusieurs dossiers. Dans les derniers dossiers qu'on a pu faire, un sur les exosquelettes au travail, la remise en place. Oui. Un autre sur la gestion des déchets et plus précisément la responsabilité élargie des producteurs, la fameuse REP. Oui. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Et également un focus sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Et sur ce sujet, nous avons fait un webinaire le 15 novembre dernier, donc je vous invite à aller le regarder sur la page Webikeo des éditions législatives. Parfait, merci beaucoup Claire. Alors on va passer à une actualité juridique qui est quand même assez fournie, puisque au sommaire, ce mois-ci, nous avons les principales conséquences de la loi Industrie verte, on va en parler, des changements pour les réseaux de chaleur et de froid, un point, justement, tu en parlais, sur les filières REP, donc la responsabilité élargie du producteur. Et enfin, on terminera avec un point sur la refonte de la directive européenne efficacité énergétique. Et on démarre donc, Claire, avec la loi Industrie verte, qui est toute récente, qui a été promulguée le 23 octobre dernier. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi quelles mesures est-ce qu'il y a qui peuvent impacter la filière immobilier et environnement de travail ? Alors tout d'abord, Lionel, cette loi, son but, c'est d'accélérer la réindustrialisation de pays, donc la France, oui. et de faire de la France un leader en matière d'industrie verte. Oui. Ça donne un cadre sur cette loi, plus particulièrement pour la filière immobilier et des DET. On va repartir sur le report de l'obligation d'installer des panneaux photovoltaïques sur les parkings extérieurs. Ah oui. Pour rappel, on avait déjà parlé de cette obligation qui a été imposée par la loi du 10 mars 2023, oui. ENR, énergie renouvelable. Et en fait, la loi Industrie verte vient donc faire le report si les panneaux solaires sont fabriqués sur le sol européen, et ce pour les gestionnaires de très grands parkings, donc ceux de 10 000 m² ou plus. Ce report, c'est un report d'1 an et demi. Donc ils auront jusqu'au 1er janvier 2028 et non plus le 1er juillet 2026 pour faire installer ces panneaux photovoltaïques, et c'est conditionné s'ils sont fabriqués sur le sol européen. Ouais. Pour les plus petits parkings, entre 1500 m² et 10 000 m², il n'y a pas de report de date, puisque c'était déjà en juillet 2028. Juillet 2028. Donc c'est la même année en fait. Les grands, 1er janvier 2028, et les petits, 1er juillet 2028. Alors pourquoi un tel report ? Ça s'explique en fait parce que les gigafactories qui vont fabriquer ces panneaux solaires européens n'auront qu'une pleine capacité de production à l'horizon 2027 et 2028. Et donc, si on avait gardé les échéances qui étaient posées par la loi du 10 mars 2023, ça aurait pu pénaliser les fabricants européens. Oui. Il y a pas mal de débats autour de l'application de cette mesure, de couvrir les parkings de panneaux photovoltaïques, outre ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le marché du panneau photovoltaïque qui est quand même un peu perturbé, puisqu'aujourd'hui on est en surcapacité à cause d'une production chinoise très importante, ce qui fait chuter les prix. Et puis j'ai entendu dire aussi, mais peut-être qu'on en reparlera, que certains se posent la question de savoir la pertinence vraiment de recouvrir de panneaux photovoltaïques des zones qui sont déjà artificialisées et qui pourraient servir demain pour d'autres constructions qui ne pourraient pas si elles étaient évidemment couvertes de panneaux photovoltaïques. Voilà. Donc il y a pas mal de débats sur cette mesure. On sera amené, je pense, à en reparler. On aura peut-être besoin à en reparler, notamment sur les décrets d'application qui pourront justement proposer des exemptions. Et comme tu dis, suivant les cas indiqués, on savait que quand il y a un classement architectural, les monuments historiques, etc., par exemple, on n'a pas à poser des panneaux photovoltaïques sur ces parkings. Donc en effet, il y aura peut-être d'autres exemptions, on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais ça, c'est très français, la règle générale, et puis après, on fait plein beaucoup d'exemptions. Alors, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui peuvent intéresser les directeurs immobiliers et environnement de travail ? Notamment en matière de verdissement de la commande publique. Ah oui.
Alors, ça va aussi te parler, puisqu'en fait, ça va tourner autour du bilan d'émissions de gaz à effet de serre, le fameux BEGES, on revient dans nos acronymes, et les bilans simplifiés. En fait, avec la loi Industrie verte, il y a une création de nouveaux motifs d'exclusion des marchés publics. En effet, les entreprises de plus de 500 salariés vont devoir transmettre leur BEGES si elles veulent continuer à pouvoir passer des marchés publics. Oui. Donc on renforce en fait les critères environnementaux aussi dans la commande publique, de ce que j'ai compris. Oui, alors il y a un renforcement parce que la loi climat et résilience, elle est en fait venue indiquer qu'il y aurait des critères environnementaux qui seront pris en compte dans les contrats de marché public. Oui. Et la loi Industrie verte, elle vient indiquer qu'on pourrait échelonner ces obligations plus rapidement. Donc il y aura des décrets d'application qui devront être pris en compte, mais au lieu d'être au 22 août 2026 maximum comme c'était prévu dans la loi climat et résilience, ça pourrait être beaucoup plus tôt avec cette loi Industrie verte. Mais à voir suivant les décrets d'application. Là, c'est les marchés publics, on est d'accord. Oui, c'est les marchés publics. C'est pas pour obtenir des aides publiques dont on va parler. Non, tout à fait. Là, c'est vraiment dans le cadre de la commande publique avec la passation des marchés publics. Voilà, on renforce les critères et nouveaux motifs d'exclusion de marchés publics. Une autre mesure d'exclusion des marchés publics, c'est que le gouvernement va être habilité par ordonnance à prendre des mesures pour exclure des marchés publics les sociétés qui ne vont pas publier leur rapport de durabilité. Alors, le rapport de durabilité, il est lié à la directive CSRD. Et donc, si il ne publie pas ce rapport, les organisations pourront être exclues des procédures de passation des marchés publics ou des contrats de concession. Alors, petite note mais importante, c'est que les collectivités peuvent ou non décider de recourir à ces mesures d'exclusion. Ce n'est pas automatique. D'accord. Ce sera uniquement si elles décident de prendre ces mesures d'exclusion. D'accord, ok. Enfin, du coup, il vaut mieux quand même publier son rapport de durabilité. De toute façon, c'est une obligation légale. On va dire que c'est encore une disposition supplémentaire pour pousser à respecter ces obligations en la matière. Oui. Alors, autre mesure qu'on peut trouver dans cette loi Industrie verte ? La création d'un indicateur climat. Donc, c'est la Banque de France qui est autorisée à recueillir des données sur les enjeux de durabilité auprès des entreprises. Oui. Et ça va permettre d'avoir un indicateur climat qui sera à disposition des acteurs financiers et des entreprises. Ça donne des indications finalement sur les entreprises et l'indicateur climat en France. D'accord. Autre disposition, c'est le fait de conditionner le bénéfice d'aide publique à la transition écologique de l'État et de ses opérateurs, notamment l'ADEME, un de ses opérateurs les plus connus, à partir du 1er juin 2024, au fait de mesurer son impact environnemental. On revient au fameux bilan des émissions de gaz à effet de serre. Exactement, tu as tout compris, Lionel. Pour les personnes morales de droit privé qui emploient plus de 500 salariés ou 250 pour les entreprises de DROM, donc des départements et régions d'outre-mer, il faudra qu'elles transmettent leur BEGES. Et pour celles qui sont entre 50 et 500 salariés, ce sera le bilan simplifié des émissions de gaz à effet de serre qui conditionnera le versement des aides. Oui, donc on voit que ce bilan, il devient quand même très important, puisqu'il conditionne à la fois les aides publiques, mais aussi de pouvoir soumissionner au marché public. Il a de plus en plus d'importance, il est indétrônable, c'est vraiment quelque chose qui a de plus en plus d'importance, et d'autant plus dans les sanctions qui sont renforcées par la loi Industrie verte, notamment en matière de BEGES. S'il y avait un manquement par rapport au BEGES, le fait de le transmettre ou de le faire, tout simplement, antérieurement, l'amende était de 10 000 €. Avec la loi Industrie verte, elle passe à 50 000 €. D'accord. Son montant maximal. Et en cas de récidive, ce serait 100 000 € d'amende. Une autre sanction est renforcée, c'est celle des articles L171-7 et 8 du Code de l'environnement. Elle passe de 1 500 à 4 500 € pour ce qui est de l'astreinte journalière et de 15 000 à 45 000 € en cas de non-conformité, de mise en demeure. Très bien. L'amende administrative. Donc on voit, en fait, c'est dissuasif et incitatif, comme tu l'indiques, à respecter ses obligations en matière de BEGES, de bilan, de durabilité. En tout cas, merci Claire pour ce panorama des mesures qu'on peut trouver dans la loi Industrie verte, parce qu'on ne se rend pas forcément compte que derrière une loi faite pour la réindustrialisation, tout en tenant compte évidemment des objectifs d'impact carbone, il peut y avoir toutes ces mesures dont on vient de parler et qu'on pourra peut-être retrouver dans c'est fort possible le guide. Tout à fait dans le guide, exactement. Voilà. Allez, merci beaucoup. On va parler maintenant des installations de chaleur et de froid. Il y a des textes qui sont parus en juin, un décret, un arrêté qui apporte
quelques changements pour ces installations, notamment en termes de régulation et d'isolation, avec, comme toujours en France, voilà, des obligations générales et des tas d'exceptions. Alors, on démarre avec les obligations en matière de régulation. Oui, et tout d'abord, l'énergie la mieux économisée, Lionel, c'est celle qui n'est pas consommée. C'est vrai. D'où l'importance de la régulation de la température et de l'isolation des réseaux. D'où ces textes, en fait, ce décret du 7 juin et cet arrêté du 8 juin, qui viennent imposer ces deux obligations que tu viens de présenter. Pour ce qui est de la régulation de la température, sont concernés tous les systèmes de chauffage et tous les systèmes de refroidissement des bâtiments résidentiels et non résidentiels, donc ça impacte le tertiaire, neufs ou existants, qui doivent être équipés de systèmes de régulation de la température lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable. Et est-ce que ça s'articule avec ce fameux décret Bax ? Tout à fait. Justement, là, en fait, le décret et l'arrêté viennent préciser que s'il y a un système de... raccorder un système d'automatisation et de contrôle du bâtiment au sens du Code de la construction et de l'habitation, comme on a déjà pu parler du décret Bax, les systèmes sont sont réputés, respecter les exigences qui sont des fameux de cet arrêté. De ces décrets, de cet arrêté. Donc ça, c'est ce qui respecte. Donc quand on respecte le décret Bax, on entre obligatoirement... Pour ce qui est de la partie régulation de la température, dans en effet. Dans ces obligations de régulation. Et comme je viens de te l'indiquer, il y a le côté économiquement et techniquement réalisable. Donc il y a des exemptions, comme on l'envisageait. Voilà. Donc quand il y a un générateur de chaleur ou de chauffage qui est un appareil indépendant pour lequel l'alimentation en combustible n'est pas automatisée, du fait d'une impossibilité technique, dans ces cas-là, on ne lui appliquera pas l'obligation de régulation de la température de ces textes. Autre cas, pour une installation de chauffage ou de refroidissement, le propriétaire il fait faire une étude de faisabilité et qu'il y a un retour sur investissement qui n'est pas possible dans les 10 ans, dans ces cas-là, il n'est pas obligé de faire la régulation de la température de ces systèmes. D'accord. Quelques exemptions, mais qui se comprennent. Bon, voilà. Tout à fait. Du coup, c'est concret, c'est parce que c'est la technique ou l'économie. C'est pas au bon vouloir de la personne qui ne veut pas respecter les obligations finalement. Alors, ce décret et cet arrêté comportent aussi des nouvelles obligations en termes d'isolation. C'est le chaud, mais aussi le froid. C'est le chaud, le froid. De toute façon, la régulation, c'est à la fois pour le chaud et le froid, et l'isolation, en effet, c'est aussi pour le chaud et le froid. Isolation ou calorifugage, comme on dit techniquement aussi. Les réseaux de distribution de chaleur de froid doivent être calorifugés dès lors qu'ils traversent des locaux qui sont non chauffés ou non refroidis. Donc pour le chaud, le texte est très précis. Il dit que c'est tout réseau de distribution de chaleur servant au chauffage ou à l'eau chaude sanitaire, y compris qui sont raccordés à des réseaux de chaleur et qui sont situés à l'extérieur ou hors des volumes chauffés. Et pour le froid, c'est tout réseau de distribution de froid servant au refroidissement, y compris celui raccordé au réseau de froid, et situé à l'extérieur ou hors du volume refroidi. Et là, ce n'est pas une exemption, mais c'est une atténuation, on va dire, de l'obligation par rapport à la régulation de la température. C'est qu'en cas d'impossibilité technique de respecter les caractéristiques d'isolation, il y a une obligation d'isoler le réseau pour aboutir à un coefficient de transmission thermique le plus faible. Donc, il y a quand même un objectif à atteindre, faut vraiment... mais il n'y a pas d'exemption totale. Dans tous les cas de figure, on ne peut pas laisser l'installation telle qu'elle est, en tout cas si on est dans un des cas cités. Compris. On reviendra peut-être dessus, préciser les choses lors d'une prochaine émission. On va passer maintenant à la responsabilité élargie du producteur, la fameuse REP. D'abord, ce serait bien quand même de nous rappeler déjà ce que c'est que la responsabilité élargie du producteur. On en parle, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et comment elle fonctionne concrètement ? Alors la REP, il faut savoir qu'elle est apparue en France avec la loi relative aux déchets de 1975. La France était un précurseur en la matière. Ensuite, on a dû attendre 92 pour qu'il y ait une première filière REP pour les emballages ménagers. Et à l'horizon 2025, il y aura environ 25 filières REP. Alors la REP, comme tu l'as dit, c'est en fait une déclinaison du principe pollueur-payeur. C'est le fait que les producteurs, fabricants, importateurs, distributeurs de produits doivent assurer la gestion des déchets de ces produits, et ce, en finançant, en organisant et en mettant en place les solutions de collecte, de réutilisation ou de recyclage de ces produits. Le fonctionnement, c'est qu'il y a un système individuel ou par éco-organisme de collecte et de gestion de ces déchets. Ça, c'est les producteurs qui vont choisir soit de gérer eux-mêmes directement ou par éco-organisme, sachant que ce soit pour un système individuel
ou un éco-organisme, il va falloir que les pouvoirs publics agréent ces éco-organismes. Oui. Pour te donner un exemple, pour les déchets d'équipements électriques et électroniques, les D3E, on a écosystème et écologique, qui sont les deux éco-organismes agréés. Oui. Le principe aussi du fonctionnement de la REP, c'est qu'il y a le versement d'une éco-contribution, c'est-à-dire que les producteurs vont devoir verser, suivant le volume fabriqué ou distribué, une somme par rapport à ce volume à titre d'éco-contribution. Somme que paye aussi le consommateur, non, dans oui, on voit souvent, du coup, ça peut être répercuté sur le consommateur. On le voit quand on achète, justement, par exemple, un ordinateur portable ou un téléphone. On voit en effet, dont 1 centime, c'est assez minime, mais une part d'éco-contribution, d'éco-participation, en effet, ça se répercute de cette façon-là. Maintenant, on le voit. La loi AGEC en 2020 avait d'ailleurs apporté quelques évolutions. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors, la loi AGEC, en effet, pour l'économie circulaire, est venue, en fait, rendre plus transparents ces filières REP, les élargir, en créer de nouvelles et renforcer les obligations des acteurs de la REP. Oui. À titre d'exemple, elle a créé la filière des emballages des personnes de la restauration. La filière des emballages de la restauration, maintenant, il y a une filière qui est dédiée pour pouvoir en assurer le recyclage. Absolument. Oui. Également, un fonds de réparation qui a été créé pour certaines filières, notamment l'ameublement et encore ces fameux D3E qu'on retrouve assez souvent, pour alléger la facture de réparation justement des consommateurs. Oui. Et il y a une mission qui a été confiée à l'ADEME de suivi et d'observation des filières REP. Ah voilà, c'est l'ADEME en fait qui suit ce sujet. Concrètement, finalement, cette responsabilité élargie du producteur, ça oblige à quoi ? Est-ce que tu as quelques exemples à partager ? Alors c'est vrai que la REP, ça paraît un petit peu éloigné des DET, parce que ce n'est pas eux qui vont être directement impactés. Oui. Mais ceci dit, étant donné qu'ils peuvent être détenteurs de déchets, c'est à ce titre-là qu'ils ont la responsabilité de la gestion des déchets jusqu'à leur élimination ou leur valorisation. Oui. Donc s'ils viennent à confier les déchets à un éco-organisme, dans ce cas-là, la gestion des déchets va à l'éco-organisme. Oui. Mais ils ont quand même une responsabilité à avoir. 2 exemples assez concrets pour les DET. On en revient toujours à ces D3E, mais qui sont vraiment un exemple intéressant, parce que ça recouvre quand même les ordinateurs portables, les téléphones, mais c'est aussi les lampes, les ampoules néons, les cartouches usagées. Enfin, du coup, dans le tertiaire, c'est des postes qui peuvent être importants. Oui. Dans ces cas-là, comme je l'ai indiqué, il y a 2 éco-organismes, donc écologique et écosystème. Et suivant la quantité de déchets qu'on a, soit on peut les apporter en point de collecte, si c'est des quantités qui sont assez minimes, mais au-delà, on fait appel directement aux éco-organismes pour qu'ils puissent venir enlever sur site ou sur chantier, d'ailleurs, si c'est un chantier, ces volumes. C'est en fonction d'un certain volume. C'est en fonction d'un certain volume, en fait. C'est 500 kg d'équipements électriques et électroniques. D'accord. Et 200 kg d'ampoules et néons pour l'éco-organisme écosystème et 250 pour écologique. D'accord. Okay. Ah oui, en fait, ce n'est pas le même volume en fonction des éco-organismes. Étonnamment, ce n'est pas le même volume. Mais ça reste aux alentours des 200-250 kg. Il faut savoir, c'est qu'en tout cas, en fonction du volume, on peut s'adresser à l'éco-organisme qui vient sur site, sinon c'est à soi-même d'aller les déposer, les faire déposer. Un autre cas concret de filière REP, c'est les meubles, l'ameublement. Parce que les meubles de bureau, on peut très bien, changement de site, meubles de bureau, on ne veut pas les faire suivre, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a aussi des éco-organismes que sont Valdelia et Ecomaison. Et c'est la même chose que pour les D3E. Suivant le volume, soit on les met en point de collecte, et si ça dépasse 2,4 tonnes ou 20 mètres cubes, dans ces cas-là, on les contacte, ils viennent, ils mettent une benne sur le site pour récupérer les meubles, les éléments de meubles de bureau, pour les transporter ensuite. Et du coup, c'est gratuit pour l'entreprise, puisque finalement, c'est pris en compte dans l'éco-contribution. L'éco-contribution dont on vient de parler, ça va financer ces actions-là. Et donc, pour les meubles, l'idée, c'est que ce soit du réemploi, si c'est possible. Donc, il y a des associations qui donnent une seconde vie aux meubles, ou alors ce sera du recyclage ou transformé pour être une source d'énergie. Oui, il y a de plus en plus quand même de mobilier réalisé à partir de recyclage, de mobilier recyclé. En tout cas, on essaie de revaloriser de plus en plus, même si ce n'est pas simple. Tout à fait.
Allez, dernier point avec la refonte de la directive européenne qui porte sur l'efficacité énergétique. Alors, cette nouvelle directive est parue en septembre dernier. Elle abroge une directive qui était parue en 2012. Elle doit être transposée d'ici, alors c'est assez précis, octobre 2025. Il y a même une date très précise, mais bon, mettons octobre 2025. Quelles modifications est-ce que cette directive apporte justement par rapport à celle de 2012 ? Alors, le contexte de la directive efficacité énergétique, c'est déjà la directive de 2012, elle a été moult fois modifiée. Et là, avec cette nouvelle mouture qui abroge donc la directive de 2012, celle de 2023, il y a une volonté de se fixer un objectif vraiment contraignant de l'Union européenne, ce qui n'était pas forcément le cas précédemment, enfin pas de manière aussi tranchée. Là, l'idée, c'est vraiment de faire 11,7% d'économie d'énergie d'ici 2030 par rapport aux références de 2020, qui avaient été établies en 2020. Concrètement, on peut le voir sur la slide, il y a plusieurs seuils, et ça va aller de 0,8% jusqu'au 31 décembre 2023, et ce jusqu'à 1,9% à partir du 1er janvier 2028. Donc, une volonté progressive quand même, mais bien marquée. Oui, c'est-à-dire que si je regarde bien cette slide, les objectifs d'économie d'énergie pour la consommation finale augmentent progressivement. C'est-à-dire qu'ils avaient été fixés, on les renforce, c'est ça, de 2024 on les échelonne pour que ce soit d'autant plus important. Pour au final réduire cette consommation de 11,7% par rapport aux prévisions qui a été faite en 2020. Oui, c'est tout un... D'accord, très bien. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que ça renforce justement les objectifs et que ça va potentiellement avoir un impact, j'imagine, par exemple pour le monde de la construction et puis des réseaux, évidemment, et puis pour tous les producteurs et consommateurs d'énergie. D'où l'importance peut-être de faire des audits énergétiques, et je crois qu'on en parle aussi dans cette directive. Exactement, on en vient à ça, puisqu'en fait, pour atteindre cet objectif, il faut quand même que les entreprises sachent où elles en sont dans leur consommation d'énergie. Et donc la directive efficacité énergétique, elle vient poser des obligations pour les entreprises dont la consommation sur les 3 dernières années a été d'au moins 10 tonnes jour et qui ne disposent pas d'un système de management de l'énergie. Ces entreprises-là vont désormais devoir faire un audit énergétique, et ce avant le 11 octobre 2026. Et puis tous les 4 ans, et mettre en place un plan d'action. Parce que suivant l'audit, il y aura des recommandations qui seront faites, et donc pour améliorer, ce sera l'amélioration continue, la qualité, prendre en compte pour baisser leur consommation d'énergie dans cette efficacité énergétique. Et autre mesure, il y aura un système de management de l'énergie qui devra être mis en place pour les entreprises qui, cette fois-ci, au cours des 3 années précédentes, ont consommé 85 tonnes jour. Très bien, c'est précis. Et ce, au plus tard, au 11 octobre 2027. On reste aussi au 11 octobre, puisqu'en effet, elle rentrera en vigueur le 11 octobre 2025, en fait. C'est 1 an et 2 ans après la directive. Et ce, le système de management de l'énergie devra être mis en place par un organisme indépendant. Évidemment. Et comme tu l'indiquais précédemment, des exemptions existent quand même, mais elles se comprennent. En fait, c'est s'il y a un contrat de performance énergétique, si ce contrat il vient intégrer les éléments nécessaires du système de management de l'énergie qui satisfait aux exigences énoncées à l'annexe 5 de la directive, dans ces cas-là, il n'y aura pas besoin de mettre en place un système de management de l'énergie. Oui, le CPE il est déjà là s'il y a les éléments nécessaires. Oui, tout à fait. Et de même, une entreprise qui aurait un système de management certifié de l'environnement, si ce système prévoit bien un audit énergétique fondé sur les critères minimaux qui sont énoncés cette fois-ci à l'annexe 6 de la directive, ils seront exemptés de faire l'audit énergétique qui est indiqué par la directive efficacité énergétique. Mais bon, c'est pas tellement une exemption, c'est parce que c'est déjà fait finalement. Et c'est au niveau de l'entreprise que doit être calculée la consommation. Alors c'est l'entreprise, mais en effet, j'ai pas les détails, mais en effet, on peut penser que s'il y a des chantiers, etc., c'est vraiment sur le bilan total. Donc c'est pas uniquement, on peut pas se dire c'est mon site tertiaire tout seul, suivant l'activité de l'entreprise, ça va être beaucoup plus important. De toute façon, on va encore décortiquer cette directive européenne et on reviendra dessus pour donner les précisions nécessaires, quoi qu'il en soit. Voilà, renforcement
des obligations en termes d'efficacité énergétique et donc de réduction des consommations, audit énergétique, système de management des énergies et quelques exemptions dont il faudra tenir compte. Bien sûr, on reviendra dessus pour savoir comment on calcule tout ça, parce que c'est important. Merci beaucoup, Claire, on a fait le tour. Oui, merci Lionel. C'était déjà pas mal. Merci beaucoup en tout cas pour ce tour d'horizon de l'actu réglementaire. C'était un plaisir. Je rappelle donc que tu es chef de rubrique en santé, sécurité au travail au sein des éditions Lefebvre Dalloz, qui édite le guide des services généraux et de l'environnement de travail, que l'on voit d'ailleurs à l'écran. Voilà, notre émission Droit devant, c'est fini. Je vous donne rendez-vous. D'abord, je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.